Eh bien, merci beaucoup pour cette petite introduction. Bonjour à toutes et à tous, et merci au Hub des territoires de nous accueillir aujourd'hui une nouvelle fois pour cette deuxième séquence consacrée aux petites villes de demain et à ce que peuvent les startups pour les accompagner. Je suis Franck Chéniaud, le coordonnateur du programme Petites villes de demain pour la Banque des territoires, et je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois aujourd'hui donc sur ce lieu, le Hub des territoires. Qui est un dispositif, à la fois un lieu et un dispositif dédié aux événements qui se consacrent aux solutions innovantes. Et aujourd'hui, on abordera la thématique des solutions innovantes en matière de mobilité et d'attractivité pour les territoires des petites villes. Alors vous l'avez compris, si nous sommes aujourd'hui au Hub, c'est parce que c'est un dispositif qui incarne à la fois un lieu et un dispositif euh, dans lequel se matérialise, finalement, se concrétise, s'incarne la stratégie d'écosystème de la Banque des territoires. Donc cette stratégie d'écosystème qui repose sur la volonté de s'ouvrir et puis de permettre l'échange de pratiques, comment on dit, la mise en synergie des acteurs, la fertilisation croisée entre les territoires et toutes ces startups qui peuvent être accompagnées également dans les métiers de développement de la Banque des territoires. Donc le lieu où nous nous trouvons a vocation à réunir des acteurs variés, à la fois publics et privés, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, pour construire des solutions pour la transformation des territoires. Donc on espère des solutions qui vont inspirer, qui vont rassembler, qui vont concrétiser au travers de ces événements et de ces ateliers. Et donc c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Donc à la Banque des territoires, on intervient en tant que partenaire de premier plan du programme Petites villes de demain. Nous déployons dans ce cadre un effort très conséquent pour vous apporter des moyens d'ingénierie et de financement dans les territoires et vous permettre ainsi de projeter vos territoires dans l'avenir et de construire des projets. Donc cela implique aussi, nous pensons, de vous permettre d'accéder à des solutions et à des acteurs innovants, parce qu'ils ne sont pas si faciles à repérer, parce que ces solutions ne sont pas si simples à mettre en œuvre. Il faut savoir que ça existe. Et nous, on pense que l'innovation n'est pas le privilège des métropoles ou des grandes agglomérations ou des grandes organisations. On se dit qu'il n'y a pas de taille critique pour être innovant, que c'est avant tout peut-être une question de regard, de manière dont on aborde les problèmes, d'ouverture, peut-être même d'audace parfois. Et cette audace, il est sans doute plus facile de la trouver quand on se sent un petit peu guidé, quand on se sent pas tout seul, quand on se sent un peu accompagné, quand on peut échanger avec d'autres acteurs qui se posent les mêmes questions sur les mêmes problématiques. Et c'est donc ce qu'on souhaite vous apporter à travers ce lieu qui est le Hub de territoire et l'atelier qui y prend place aujourd'hui. Pour vous aider dans cette démarche d'innovation, une des premières choses que nous avons faites, c'est de constituer un annuaire des entreprises de la Smart City. Donc je rappelle que cet annuaire est disponible sur notre plateforme Banque des territoires, qui recense aujourd'hui, alors c'est un recensement, c'est pas une labellisation, mais c'est bien un recensement de solutions existantes, un peu plus de 400 entreprises qui vous proposent des solutions innovantes dans vos territoires. Et elles sont classées par thématique, ce qui permet bien entendu de les retrouver en fonction de vos centres d'intérêt ou des problématiques les plus prégnantes pour vous sur vos territoires. Donc aujourd'hui, la séquence que nous aurons sera l'occasion de donner la parole justement à 4 de ces entreprises que nous avons repérées. Une première séquence où il s'agira d'explorer les solutions innovantes, évidemment les plus simples possibles et les moins carbonées, pour réorganiser et étoffer l'offre de mobilité dans les petites villes et les territoires peu denses. Donc on accueillera Florian Méreux de la société Ecov et Tony Brosset donc d'EcoVélo, qui présenteront deux solutions de ce type. Et puis en deuxième temps, on a choisi de focaliser sur les questions d'attractivité avec des outils, des démarches permettant de valoriser, d'attirer des activités nouvelles et des nouveaux habitants et de les ancrer dans les territoires et notamment dans les petites villes. Et sur cet aspect-là, on aura donc deux intervenants, Dominique Valentin, qui est le président fondateur de Relais d'entreprise, et Julie Lévesque, qui est la cofondatrice de Commune Opportunité. Bien entendu, on les remercie très, très chaleureusement
de se prêter à l'exercice. Et on remercie également les représentants des collectivités qui interviendront à leur côté, puisque on vous l'a dit, hein, logique d'écosystème, c'est vraiment les territoires aux côtés des différents acteurs qui font aussi partager leur expérience dans ce hub. Donc on aura Mathilde Romuald, la chargée de mission de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, Marc Monnier, responsable des politiques publiques durables dans l'agglo Seine-et-Eure, Grégory Villafranca, DGS de la commune du Puy-Guillaume, et Corinne Zucco, chef de projet Petite Ville de demain. Et donc, on va très vite rentrer dans le programme. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Hein, donc, vous pouvez les poser par écrit. Elles seront retransmises ensuite en séance et aux intervenants par nos excellents animateurs qui sont là, que vous verrez tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Juliette Auricoste. Merci Juliette d'avoir bien voulu une nouvelle fois te prêter à l'exercice des quelques minutes d'introduction, donc qui est la directrice du programme Petite Ville de demain à la NCT. Et je te cède la parole immédiatement en te remerciant encore une fois de ta présence. Merci cher Franck de ces mots d'introduction. Comme ça me permet de passer tout de suite sur les remerciements et le fait de vous dire que je suis très heureuse, bien évidemment, de vous retrouver tous au Hub des territoires, hein, puisque ça symbolise bien l'ambition qu'on a, je crois, tous dans le programme, qui est d'aller vers de l'innovation et du collectif. Et ça fait partie des lieux qui incarnent bien cette ambition partagée. Comme vous le savez aussi, hein, le partenariat, et j'y reviendrai, la notion de partenariat et de collectif, c'est vraiment l'ADN du programme Petite Ville de demain. C'est aussi l'ADN de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est un établissement public au service des collectivités et de leurs projets. Et qui a le plaisir de piloter ce joli programme qui est Petite Ville de demain, donc qui rassemble plus de 1600 communes, avec l'objectif affirmé dès son lancement en 2020 d'améliorer la qualité de vie des habitants dans les petites villes et les territoires ruraux alentours, dans des territoires dynamiques et engagés dans la transition écologique. Il faut toujours prendre un petit peu son souffle avant de le dire, mais c'est bien ça l'objectif du programme. Désormais, le programme il est bien lancé. On commence à entrer dans la concrétisation et la transformation réelle des territoires. On en est très heureux sur ce programme qui est pensé comme un programme cousu main. On est bien en appui aux élus pour renforcer leur capacité à monter des projets et puis surtout à les transformer dans du temps long. Le programme est bien pensé jusqu'à 2026 et puis qui rassemble un large pool de partenaires et à commencer par le cœur de réacteur, donc les partenaires financeurs avec de nombreux ministères autour du ministère en charge de la cohésion des territoires. L'ANCT bien sûr, la Banque des territoires, l'Agence nationale pour l'habitat, le CEREMA et l'ADEME, qui nous permet donc d'activer 3 piliers, soutien en ingénierie, ou qui est quand même le gros sujet qui nous a beaucoup occupé sur ce lancement de programme, le soutien aux actions thématiques que les élus souhaiteront mettre dedans, et puis le club et la mise en réseau tant au niveau national que local. Je vais passer assez vite sur le programme, rassurez-vous, pour peut-être juste m'attarder en quelques mots avant de me taire et d'écouter sur le partenaire particulier qu'est la Banque des territoires. Comme l'évoquait Franck, c'est un partenaire de premier plan, bien sûr, qui était autour du berceau dès l'annonce du principe du programme en 2019 par le Premier ministre, concrétisé au lancement en 2020. Un partenaire particulier en tant que financeur, tant en subvention qu'en prêt ou en investissement. Franck a été modeste, il ne l'a pas détaillé, mais de nombreux millions sont bien prévus. Et puis, un partenaire particulier aussi par le lien avec l'écosystème privé. Et je voulais juste revenir sur ce point parce que c'est vrai que c'est un sujet, le collectif, effectivement, le fait qu'on arrive collectivement à aider les élus, aider les territoires à transformer, ça va bien rassembler tout le monde, que ça soit public, privé, tissu associatif. Et la Banque des territoires, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu ensemble, est vraiment le passeur finalement entre ces écosystèmes publics et privés. Et c'est à ce titre que je suis vraiment très heureuse aussi d'être là aujourd'hui, parce qu'on a besoin justement de mobiliser l'écosystème privé institutionnel, écosystème privé plus innovant, plus agile, comme peuvent être les startups, tant au niveau local que national. Et donc pour finir, voilà, je suis vraiment très heureuse d'être là. Et puis d'écouter aussi justement ces 4 témoignages de start-up. Ces 4 témoignages, il y en a beaucoup d'autres, on le sait. On a la chance d'être beaucoup sollicités. Et on a vraiment besoin de vous pour les solutions agiles et à l'écoute des besoins, qui est un peu le fondement aussi d'une start-up en pleine croissance. Donc c'est vrai qu'il y a des méthodes et des façons de faire qui nous inspirent beaucoup dans l'action publique et dont on a besoin dans tous les territoires. Et puis comme le disait si bien Franck, voilà, l'innovation est vraiment à déployer et au service de tous les territoires, même les plus ruraux. Donc je suis très très heureuse de cette belle initiative que vous avez eue.
Merci beaucoup. Et bien, sans plus tarder, je vais céder la parole au véritable animateur de cette séquence, c'est-à-dire François Panouillet. Et nous allons nous retirer et écouter. Merci beaucoup à toi, François. Bonjour à tous, alors c'est l'heure d'ouvrir cette première séquence qu'on a intitulée « Favoriser les mobilités durables dans les territoires peu denses ». Comme l'annonçait Franck à l'instant, le premier intervenant de cette séquence, c'est la start-up Ecov, représentée par Florian Méreux et accompagnée de Mathilde Rémuot, qui est chargée de mission mobilité à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, à qui je vais céder la parole tout de suite. Vous m'entendez ? Alors, Florian et Mathilde sont connectés. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez, François? Très bien. Alors, c'est à vous. Très bien. Est-ce que vous souhaitez que je partage mon écran ou Non, vous avez pu... on a les slides et je vais les faire défiler si ça vous va. Très bien, parfait. Eh ben, je vous remercie et merci à la Banque des Territoires de nous permettre aujourd'hui de témoigner avec la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Et que je suis Florian Méreux, je suis en charge du développement pour Ecov pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ecov, si vous pouvez passer la première slide. Un instant. Oui. Ouais, juste la slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, donc Ecov, effectivement, nous sommes une start-up spécialisée dans la mobilité et plus particulièrement le covoiturage en zone peu dense. Une start-up qui grandit assez vite puisqu'on nous sommes 90 aujourd'hui. Nous étions moitié moins il y a à peine un an. Notre siège social est basé à Nantes, mais nous avons aussi des bureaux à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Nous avons plusieurs investisseurs qui nous soutiennent et notamment donc la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, nous avons déployé 25 réseaux de covoiturage qui représentent, et j'y reviendrai, 50 lignes de covoiturage. Et sur la slide suivante, vous verrez les différents territoires sur lesquels, alors celle juste avant, voilà, en bleu, les départements sur la carte. Merci. Voilà, en fait, nous sommes principalement déployés en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sud de la France, mais aussi dans le Grand Est, en Bretagne et en Normandie. Plusieurs des lignes de covoiturage déployées desservent des communes issues du programme Petites Villes de demain, donc Lannieux et Meximieux, par exemple, sur le territoire de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, mais aussi prochainement Césaria et Montrevel, toujours dans l'Ain, à proximité de Bourg-en-Bresse. Kaysersberg, Orbey, Altkirch en Alsace, mais aussi en Savoie, avec Pontcharrat, La Rochette, et en Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron et Bonneville, parmi les petites villes de demain qui ont des lignes de covoiturage sur leur territoire. Alors sur la slide suivante, vous verrez le covoiturage du quotidien. Quand on pense covoiturage, la plupart du temps, on pense covoiturage avec réservation. Donc c'est le fait d'être mis en relation, de préparer son covoiturage, soit avec une plateforme de mise en relation, soit sans plateforme, de manière plus informelle. Donc par exemple du covoiturage entre collègues, c'est ce qu'on appelle le covoiturage planifié, anticipé. Pour un usager, le parcours va se rapprocher du covoiturage longue distance, donc le covoiturage type Blablacar. Ecov, on propose un service différent, plus disruptif, qu'on appelle des lignes de covoiturage, qui représentent un système de covoiturage sans réservation. Alors la méthode la plus archaïque, c'est donc l'autostop. Ici, c'est un petit peu différent. Le passager, le covoitureur, va pouvoir se déplacer depuis un arrêt physique vers un autre arrêt physique. Donc le parcours usager va se rapprocher ici plutôt du parcours que pourrait avoir un utilisateur du bus ou du tramway, par exemple. Alors très concrètement, sur la slide suivante, comment ça marche? Ecov va au préalable
étudier les flux sur les principaux axes routiers d'une collectivité et va ensuite implanter des arrêts de covoiturage directement sur la voirie. Ces arrêts ils sont équipés de panneaux lumineux. Et lorsqu'un passager souhaite se déplacer, il se rend à l'arrêt de manière spontanée, sans avoir au préalable préparé son trajet, et fait sa demande. Et sa demande est ensuite relayée directement sur le panneau lumineux. Sa demande, il peut la faire via plusieurs médias. Et par exemple, sur la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, le passager peut utiliser une application, un parcours SMS ou bien par téléphone. Et ensuite, tous les conducteurs peuvent prendre connaissance de la demande grâce au panneau ou à l'application. Ils peuvent recevoir une notification s'ils ont au préalable téléchargé l'application. Ils peuvent donc s'arrêter, prendre la personne en charge et l'amener à leur destination. Sur la slide suivante, vous pourrez voir les différents avantages d'une ligne de covoiturage, notamment pour le conducteur. Il y a peu ou pas de détours, puisqu'au maximum, on essaie d'implanter les arrêts directement sur les flux. Cette ligne de covoiturage permet une certaine liberté puisque vous n'avez pas de dépendance à un seul covoitureur. Vous pouvez covoiturer avec des personnes différentes en fonction des personnes qui vont s'arrêter. Vous n'avez pas d'organisation en amont, il n'y a pas de réservation. Et la fréquence de départ peut être élevée. Mathilde peut-être pourra préciser le temps moyen d'attente d'un passager sur la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Sur l'ensemble de nos lignes de covoiturage, on a fréquemment des temps d'attente qui sont compris entre 5 et 10 minutes. Sur notre service le plus performant, par exemple, on arrive à des temps d'attente moyens de 3 minutes 30 en moyenne. Donc un passager se rend à l'arrêt, fait une demande et en 3 minutes 30, il est pris en charge par un conducteur. Notamment parce que ces panneaux sont visibles. On a pu mesurer l'importance de ces panneaux via des enquêtes d'impact réalisées récemment par ECOV. Et plus de la moitié des usagers de ces lignes de covoiturage déclarent avoir pris connaissance du service grâce à ces panneaux, ce qui est une dimension importante. L'application, dont j'en parlais un peu plus tôt, permet aussi différentes fonctionnalités, notamment l'information en temps réel. Les conducteurs qui ont téléchargé l'application sont géolocalisés, ce qui permet de donner par exemple des indications de temps d'attente aux passagers. Les demandes de covoiturage sont également suivies à distance par notre assistance qui est basée à Lyon. Et cette assistance-là peut, dans certains cas, déclencher ce qu'on appelle la garantie départ. Donc il s'agit par exemple de dépêcher un taxi ou un Uber par exemple si à ce moment-là le passager n'a pas de conducteur qui est disponible. L'application permet aussi des partages de frais d'une manière sécurisée directement dans l'application. Alors voilà en quelques mots pour présenter cette solution avec application. Je vais laisser la parole à Mathilde Rumio qui pourra témoigner pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Bonjour à tous, merci de nous permettre de témoigner dans ce lieu de rencontre. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Je vous fais une brève présentation du territoire avant de passer un peu plus sur les éléments de projet, d'historique et de retour d'expérience que je peux vous apporter. Donc nous, on est la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, qui, comme son nom l'indique, est située dans le département de l'Ain, avec 53 communes, 77 000 habitants et 29 000 emplois, dont une grosse partie est située sur le parc industriel de la Plaine de l'Ain et la centrale EDF du Bugey, la centrale nucléaire. On est à mi-chemin, grosso modo, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, ce qui nous donne une proximité quand même avec la métropole de Lyon. On peut passer à la slide suivante. On est sur un territoire qui, pour le coup, comme son nom ne l'indique pas uniquement de plaine. On a toute une frange de territoire de montagne sur la partie est, qui va être du coup une portion du territoire qui est très rurale. Et on a aussi des zones plutôt périurbaines, autour notamment d'Ambérieu, de Meximieux et Lagnieu, qui sont nos 3 villes principales. Ambérieu fait partie du dispositif Action Cœur de Ville et Meximieux et Lagnieu font partie du club des dispositifs Petite Ville de demain. Et c'est à ce titre qu'on voulait témoigner aujourd'hui, c'est que nos lignes de covoiturage desservent également ces 3 villes principales de notre territoire et permettre en fait de relier
le tissu urbain principal de notre territoire au PIPA et à la centrale EDF du Bugey, donc PIPA pour Parc industriel de la Plaine de l'Ain, qui sont complètement déconnectés de toute forme de transport en commun lourd et classique qu'on pourrait imaginer. Donc du coup, on avait un enjeu à relier les poches d'habitation des poches d'emploi en fait, sur notre territoire. Et la première d'entre elles, c'est le parc industriel et la centrale. Pour vous donner une idée, le parc industriel de la Plaine de l'Ain, aujourd'hui, c'est plus de 8000 salariés. Et la centrale EDF du Bugey, c'est entre 2000 et 4000 salariés. Enfin, intervenants, on va dire. Et donc, un enjeu d'attractivité pour les entreprises et de recrutement. Là où aujourd'hui on est sur un territoire au quasi plein emploi et donc les personnes qu'on va vouloir faire accéder à l'emploi vont potentiellement être des personnes non autorisées ou pour lesquelles, avec beaucoup d'emplois industriels, donc pour lesquels l'accès à l'emploi avec une distance importante en voiture n'est pas forcément soutenable. Et donc du coup on avait à cœur de proposer une solution souple, adaptée au territoire pour améliorer l'accès à l'emploi et puis après, concourir à des objectifs de développement durable, etc. On peut passer à la slide suivante. Et donc, du coup, le projet derrière, c'est où habitent nos salariés du parc industriel de la Plaine de l'Ain, où habitent les salariés de la centrale. Et donc, on avait cette carte que vous voyez là sur la slide qui représente justement ces poches de domicile. Et on a regardé les principaux endroits. Donc, on a notamment Ambérieu et Meximieux, et puis Lannieux. Et ça tombe bien, parce qu'Ambérieu et Lannieux, on a aussi une gare qui permet l'intermodalité train, ligne de covoiturage. Une fois qu'on avait ça, on a regardé à partir de ces deux endroits principaux quel était le trajet naturel des conducteurs pour se rendre au parc industriel. Et c'est comme ça qu'on a conçu nos lignes de covoiturage afin de créer le moins de détours possible pour les conducteurs. Donc ça, c'était en 2019. Et puis, on s'est rendu compte que on avait besoin de mobiliser des acteurs partenaires pour emmener des gens avec nous pour que le projet fonctionne. Donc, on a proposé au syndicat mixte du parc industriel, qui est l'aménageur du parc, de participer à l'expérimentation. On a proposé à EDF également de participer à l'expérimentation. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient du département voisin, du Nord-Isère. Et donc, on a proposé à la communauté de communes voisines de participer également avec des arrêts qui sont positionnés pour le coup au départ de leur territoire. Donc tout ça, c'est 2019, la conception et le montage opérationnel. Et on a fait une première phase d'expérimentation du service sur 2020-2021 et qui a été permise et qui a bénéficié de nombreux cofinancements avec deux programmes de C2E qui viennent financer le dispositif. Alors sur deux bouquets de lignes différentes, on ne cumule pas les C2E. De la dotation de soutien à l'investissement local et du FEDER. Donc, ce qui permettait quand même d'avoir un financement de projet suffisamment, un autofinancement suffisamment faible pour se dire ok, on peut lancer une expérimentation, c'est valable. Et puis au bout de donc 2 ans, alors dans un contexte pas facile de Covid, donc de réduction du trafic et de méfiance vis-à-vis du covoiturage, à la fin de l'expérimentation, on s'est dit ok, on a encore des choses à regarder, on continue pour 18 mois à partir donc de mars 2022. Donc là, on est dans cette deuxième phase finalement d'installation dans la durée du service. Vous voyez sur le petit graphe, alors c'est un indicateur qui est extrêmement important pour nous, c'est le nombre de passagers uniques par mois, alors qui a l'air faible comme ça, mais je vous donnerai 2-3 autres ordres de grandeur, mais c'est plus pour vous montrer les tendances qu'on observe sur les évolutions de l'usage du service. Donc forcément, on a un usage très faible au lancement, donc en septembre, alors là ça commence en janvier 2021, mais on a un usage très faible au tout début, et puis après on fonctionne par palier. On voit aussi très bien les moments de vacances, on voit très bien les moments de confinement, on voit très bien quand les mesures de sanitaires se durcissaient, on les voyait très bien sur nos graphes. Et puis par palier, on arrive finalement à atteindre aujourd'hui plus de 50 passagers différents par mois. Donc c'est 50 personnes qui se servent du service en tant que passagers. Donc les vrais bénéficiaires finalement du service. Les conducteurs constituent l'offre vraiment du service, mais c'est là où c'est quand on a des passagers qu'on se dit qu'on a réussi quelque chose. Et on a notamment aujourd'hui des passagers qui ont accepté un emploi, une alternance, un stage sur le parc industriel parce qu'il y a Covoit ici et qui sans ça n'aurait pas pu le faire. Donc c'est le premier indicateur qui nous dit qu'on a réussi à faire quelque chose. Dans les autres indicateurs chiffrés que je peux vous donner, aujourd'hui on a plus de 3000 inscrits au service. Donc quand je vous disais qu'on a un potentiel de 8000 salariés, alors du coup ils n'habitent pas tous dans le rayon d'action des lignes, mais
on va dire qu'on peut comparer aux 8000 salariés plus 2000. Donc sur 10 000, 11 000 salariés, on a quand même réussi à avoir 3000 inscrits au service, ce qui est quand même assez intéressant en proportion. On a plus de 50 personnes là font plus de 300 trajets passagers par mois. Donc on a des usages réguliers aussi de la ligne. Et principalement, pour vous donner un ordre d'idée, principalement au départ d'Ambérieu et de Meximieux. Alors, il faut prendre toujours pas mal de pincettes parce qu'avec des cohortes aussi faibles, il suffit qu'une ou deux personnes aient un usage très régulier sur une ou deux origines-destinations pour que tout de suite, ça prenne beaucoup d'ampleur. Mais aujourd'hui, quand même, on constate que les usages majoritaires, c'est depuis Ambérieu et Meximieux, assez la complémentarité avec la gare et le fait que ce soit les poches d'habitation principales. Et puis, on a, en termes d'offres de trajets, plus de 6000 propositions de trajets par mois sur nos 4 lignes. Alors peut-être juste on peut revenir sur la slide d'avant, je suis désolée. On a donc mis en place 4 lignes de covoiturage. Donc une au départ d'Ambérieu et qui passe par Léman, Sainte-Julie et qui arrive sur le parc industriel, c'est la ligne bleue. On a une ligne à partir de la gare de Meximieux et qui passe à une sortie d'autoroute pour assurer une complémentarité éventuellement covoiturage. Enfin, ensuite, une ligne qui part plus du sud, la jaune, qui part donc du territoire voisin de Tignes-Jamézieux, passe par Loyette et rejoint le parc industriel en passant par la centrale. Et la dernière ligne, la verte, qui elle fait le bord du Rhône, qui tourne autour du Rhône depuis Montalieu-Versieux, Sobréna, Saint-Sorlin, Lagneux et parc industriel de la Plaine de l'Ain. Et donc sur ces 4 lignes, je vous disais, c'est les 2 arrêts d'Ambérieu et de Meximieux qui fonctionnent le mieux. Puisque Florian l'évoquait tout à l'heure, on a un temps d'attente moyen qui est aujourd'hui de l'ordre de 6 minutes. Donc ce qui est quand même très satisfaisant dans la mesure où si on avait dû mettre en place une offre de transport en commun régulière sur ces trajets, jamais on n'aurait pu se permettre d'être à une fréquence de 10 minutes. Donc on est sur quelque chose qui est très souple, très adaptable pour les usagers et puis qui est garanti. Et c'est là qu'on peut repasser 2 slides en dessous. Je vous ai fait une slide avec les principaux facteurs de succès et les principaux risques à la fois pour la collectivité et pour l'usager. Alors du coup, j'ai tout orienté en termes de facteurs clés de succès, mais forcément en face, il y a des risques. Pour les usagers, donc, c'est vraiment la notion de garantie de trajet, je pense, qui va primer, enfin qui va faire la réussite du service en grande partie. À partir du moment, parce qu'on avait fait une expérimentation d'autostop organisée sur les mêmes trajets avant de lancer Covoit ici, et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que finalement les gens n'avaient pas de garantie d'arriver à l'heure à leur travail, ni de repartir en fait. Et donc du coup cette dimension de garantie de trajet nous semble très importante pour la réussite du projet. Des arrêts bien identifiés, permettent d'avoir un service qui s'inscrit dans son territoire, donc ça c'est très important aussi, et puis ça légitime la pratique. Un contact humain pour accompagner la pratique et puis de la souplesse, de la flexibilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tous les jours à la même heure, on n'est pas obligé de s'arranger avec quelqu'un, on n'est pas tributaire de cette personne. Si la personne avec qui on a l'habitude de covoiturer ne vient pas, mais ce n'est pas un problème parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation mutuelle. Et puis pour la collectivité, à mon sens, ce qu'il faut avoir en tête quand on a envie de se lancer, c'est qu'il faut toujours revenir aux besoins de l'usager. Essayer de se remettre dans la peau de l'usager et de se dire, OK, c'est quoi son besoin de trajet, d'où est-ce que j'ai besoin d'aller, où est-ce que j'ai besoin d'aller, quelles sont mes contraintes, etc. Pour ne pas se tromper dans la solution, adapter au territoire, adapter aux besoins et adapter le discours aussi. C'est-à-dire que là où, sur les réseaux Covoit ici, on ne va pas toujours activer les mêmes leviers dans la communication. Et nous, on adapte vraiment le discours sur la question de l'accès à l'emploi et la question économique, et finalement assez peu sur la question du développement durable, parce que finalement c'est ça qui fait écho le plus chez les gens, mais c'est ça qui nous remonte, donc on adapte notre discours en fonction. Le deuxième point, je vous en ai déjà rapidement parlé, c'est embarquer des partenaires sur qui s'appuyer, parce qu'aujourd'hui on est vraiment, nous on est sur le trajet domicile-travail, on est vraiment à devoir convaincre et à légitimer la pratique du covoiturage vis-à-vis de 2 publics différents. Tous les employeurs et les prescripteurs liés à l'emploi auxquels on essaye de dire Covoit ici, c'est une solution crédible pour rejoindre le parc, donc considérez-le dans vos recrutements, dans votre approche, dans vos fiches de poste, etc. Donc on a ce public à convaincre, mais aussi les usagers. Et donc pour ça, s'entourer de partenaires et faire connaître le service à des partenaires, c'est extrêmement bénéfique parce que si on n'avait pas le syndicat mixte qui nous fait bénéficier de sa force de frappe et de son habitude à communiquer vis-à-vis des entreprises, ce serait beaucoup plus compliqué. On a aussi, et du coup, ça fait le lien, accompagner le changement de tous les acteurs de la chaîne. C'est pas que on ne s'adresse pas uniquement aux usagers, on s'adresse aux élus, aux entreprises,
au Pôle emploi, on s'adresse vraiment à un maximum d'acteurs de la chaîne pour maximiser la chance que l'information et l'appropriation se fassent au niveau de l'usager. Et enfin, ne pas négliger le temps nécessaire. Il y a 2 aspects à ça. Le premier, c'est que mettre en place un service comme ça demande beaucoup d'animation, beaucoup de communication, de la présence pour assurer de la visibilité et de l'inscription au service et de la compréhension du service. Et enfin aussi, c'est au minimum 2-3 ans d'expérimentation pour connaître le rythme de croisière. Ça prend du temps de se mettre en place, quoi. Et ça, il faut l'intégrer dès le départ et en avoir vraiment conscience parce que c'est pas en 6 mois qu'on atteint des objectifs, quoi. Voilà, c'est les quelques messages que j'avais envie de vous faire passer. Je repasse la parole à Florian, du coup. Merci beaucoup. Je crois que cette dernière slide résume bien, comme son nom l'indique, les facteurs clés de succès et les risques. Je crois qu'on a 1 ou 2 questions dans le chat. Mathieu, je te laisse la poser. Oui, alors on a une première question sur comment fonctionne la garantie de trajet. Peut-être que M. Méreux, vous pouvez expliciter ça. Oui, tout à fait. Eh bien, nous avons une assistance téléphonique qui est basée à Lyon et qui suit en temps réel les demandes des passagers. Donc, par exemple, en heure de pointe le matin, lorsqu'un passager fait sa demande, par exemple, parfois sur des réseaux, la garantie trajet est de 15 minutes, c'est-à-dire qu'on garantit aux passagers de partir en 15 minutes, ça peut être en 20 minutes, ça peut être en 25 minutes, tout dépend du souhait de la collectivité. Si par exemple la garantie est de partir en 20 minutes, au bout de 10 minutes, la personne qui fait l'assistance téléphonique à Ecov le matin va au bout de 10 minutes, et bien si le passager n'a pas été pris en charge par les conducteurs et si aucun conducteur n'est disponible, va déclencher une solution de garantie. Alors ça peut être un taxi, ça peut être un Uber, ça peut être du transport en commun. Par exemple, on a des lignes de covoiturage qui sont parallèles à des lignes de transport en commun, et dans ce cas, la garantie peut se faire en bus, mais la plupart du temps, c'est fait en taxi ou en Uber, et la garantie est la plupart du temps, systématiquement même, gratuite pour le passager et pris en charge par Ecov et la collectivité. Oui, merci beaucoup. Du coup, on a bien compris qu'il s'agit d'un joker qui est rarement activé. On a une deuxième question. Pourriez-vous indiquer le coût pour les usagers de la mise en place de cette solution et celui pour la collectivité? Je ne sais pas s'il est pertinent de distinguer les deux, mais je vous laisse répondre à cette question. Alors du coup, je pense, ça dépend clairement des réseaux et des territoires. Du coup, je vais parler pour la CCPA. Nous, on a fait le choix d'avoir un service qui soit pas gratuit pour les passagers. Donc le conducteur, il est indemnisé 50 centimes par trajet, même s'il fait le trajet à vide. Il reçoit également 1 € par passager transporté. Et le passager paye 50 centimes par trajet, plafonné à 20 € par mois. On voulait rester sur quelque chose de très économiquement, peu onéreux. Mais quand même symbolique pour dire il y a une forme de partage de frais. Pour la collectivité, alors de mémoire, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais et puis parce qu'on a eu beaucoup d'autofinancement, de financement, donc à prendre avec un petit peu de vigilance. Et ce qui est vrai chez nous n'est pas forcément vrai ailleurs. Mais on était pour la première phase d'expérimentation, donc les 2 premières années, à 450 000 € tout confondu. Donc investissement, fonctionnement, communication, animation, garantie de trajet, partage de frais, etc. Aujourd'hui, moi, dans mes budgets, j'inscris environ entre 15 et 18 000 € par mois. Pareil, tout compris, sauf qu'il n'y a plus d'investissement à faire. Avec l'installation des panneaux et tout compris. Ils ont été faits dans la première phase. L'installation des panneaux a été faite dans la première phase. Et la deuxième phase n'a plus besoin d'investissement. Donc, oui, pour compléter peut-être, oui, j'allais juste pour compléter, effectivement, le service n'est pas gratuit pour les passagers, c'est généralement gratuit sur nos lignes, mais effectivement pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, c'est payant et 50 centimes. Pour la collectivité, effectivement, pour un service avec application, on a des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation. La première année, effectivement, le coût pour une solution avec application est de l'ordre de 200 000 € pour la première année et ensuite plutôt de 100 000 €. C'est largement variable en fonction du nombre de panneaux, en fonction des solutions de garantie, en fonction aussi des incitations financières. Mais voilà, des ordres de grandeur. On a différentes solutions, d'autres plus légères, d'autres aussi plus lourdes. Tout dépend du territoire et des souhaits de la collectivité.
Merci beaucoup à tous les deux, c'était très clair. Après le covoiturage qui maille le territoire finalement à la façon des bus, je voudrais qu'on passe maintenant au témoignage de la société Ecovélo, accompagné d'un représentant de l'agglomération Seine-Eure. Et on a déjà pris un peu de retard, donc je leur passe la parole sans plus tarder. Tony, Marc, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous nous entendez? Parfaitement, on vous laisse commencer. Très bien. Bonjour, Marc Monnier, directeur des mobilités. Alors, on a structuré notre présentation un peu différemment de la précédente. En l'occurrence, on commence par faire un focus sur le territoire pour vous expliquer un peu les enjeux en matière de mobilité. Et puis après, vous expliquer l'expérimentation qu'on a pu lancer en lien avec la société Ecovélo. Et donc, je laisserai la parole après à Tony Brosset pour préciser le projet sur notre territoire et puis également tout ce que peut faire Ecovélo pour répondre au sujet de déplacements courte distance et de mise en place de systèmes de location en vélo en libre service. Alors je vais tâcher d'être très synthétique parce qu'en effet vous êtes pris par le temps. Simplement pour vous présenter le territoire, nous sommes une communauté d'agglomération composée de 60 communes. 105 000 habitants. On retrouve aussi des éléments un peu similaires à la précédente présentation avec un tissu industriel extrêmement riche. On a 40 000 emplois en fait sur notre territoire. Donc on est localisé entre la métropole Rouen-Normandie et le bassin parisien. On a des axes de communication qui sont notamment l'A13. On a aussi la ligne Paris-Normandie, la ligne ferroviaire. Et puis la particularité d'avoir un territoire multipolaire. Alors on a un bipôle, ce qu'on nous appelle un bipôle urbain chez nous, qui sont les villes de Louviers et de Val-de-Reuil, sur lequel justement on a mis en place ce système de vélo en libre service, et je vais y revenir. Mais aussi d'autres bipôles, donc Gaillon, Val d'Azay, ce qui fait qu'on a vraiment un territoire multipolaire, et puis tout autour beaucoup de communes extrêmement rurales. Donc avec des enjeux différents en matière de mobilité. On peut passer à la slide suivante, c'est-à-dire que sur les parties, on va dire, plus denses, plus urbaines sur nos villes, on a un peu plus de concentration de déplacements. Donc les réponses en matière de mobilité et ce que mène l'agglomération Seine-Eure, c'est évidemment de travailler sur ce qu'on appelle les réseaux lourds, donc le développement de son réseau de bus. À l'heure actuelle, nous on a un projet de bus à haut niveau de service, donc pour rejoindre Louviers et Val-de-Reuil, puisqu'on a une route principale qu'on qualifie chez nous d'axe structurant. Pourquoi structurant? Parce que ça concentre les emplois, ça concentre aussi les habitations, et que c'était opportun pour nous de venir porter des investissements pour créer des sites propres bus et puis faciliter le déplacement de la ligne principale de notre réseau. Mais on a aussi, comme d'autres territoires, beaucoup de territoires, des zones plus rurales sur lesquelles il y a un réel enjeu de mobilité. Donc les réponses en matière de services mobilité, il y a évidemment les solutions de transport à la demande, et puis l'appui sur les lignes interurbaines régionales. Voilà, c'est ce qu'on a déployé sur notre territoire, mais il y a un gros enjeu, en tout cas pour nous, on l'identifie, c'est surtout celui en fait des déplacements courte distance, qu'on soit sur des territoires peu denses ou urbains. Nous, on a une enquête ménage-déplacement qui a été réalisée en 2017, en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie, qui a mis en perspective quand même le volume de déplacements qui sont inférieurs à 3 km. C'est extrêmement important, puisqu'on a 51% des déplacements. Donc c'est un enjeu considérable, ces déplacements, parce qu'on sait qu'ils sont majoritairement, voire quasi exclusivement effectués en voiture. Et que donc, la volonté de l'agglo, c'est évidemment de favoriser le report modal, soit vers la marche à pied, soit vers le vélo, et donc mettre en place une politique vélo dynamique. On peut passer à la slide suivante. Donc, en travaillant sur deux axes, c'est d'une part travailler sur le développement des infrastructures cyclables. On sait que la demande des cyclistes, c'est de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Donc à l'heure actuelle, on a un réseau de pistes cyclables qui fait 70 km, et alors on prévoit de plus que le doubler en fait sur le mandat en cours. Donc il y a une ambition forte pour créer ces infrastructures cyclables, mais également les accompagner de services vélo. Puisqu'on pense que l'un ne va pas sans l'autre, il faut faire aussi une proposition de service à nos habitants en matière de location courte durée, et je vais y venir,
mais aussi location longue durée, et puis tout un tas d'autres services. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour le détailler, mais on a lancé en fait pas mal d'expérimentation et d'innovation, puisqu'on est là aussi pour parler un peu innovation. Je vous ai fait un focus simplement sur 2 sujets, si on passe à la slide suivante. Puisque ça a été déployé dans le cadre aussi d'une convention, donc le programme Cœur de Ville, conventionnement aussi avec la Banque des Territoires sur le financement de 2 innovations importantes. D'une part, un projet de rack à vélo. Donc, on a un sujet chez nous, on a été interpellé en fait par nos habitants en nous demandant de savoir ce qu'on pouvait déployer comme solution pour permettre l'intermodalité bus plus vélo. C'est un projet sur lequel on a travaillé longuement parce que finalement les réponses techniques ne sont pas si simples. On a travaillé en partenariat aussi avec notre opérateur Transdev, avec aussi les constructeurs Mercedes pour arriver à déployer une solution innovante de rack à vélo à l'arrière des bus. Racks qui sont tout automatisés et puis qui ont nécessité des adaptations du poste de conducteur pour permettre une prise en charge de tout type de vélo, tout poids, parce que les vélos électriques pèsent particulièrement lourd. Dans un souci aussi de ne pas perturber l'exploitation. Voilà. Donc ce dispositif-là est déployé à l'état de prototype, a été testé sur notre réseau en 2019. À l'heure actuelle, il donne satisfaction. Et on a pour projet d'équiper 6 véhicules en 2022, grâce notamment au financement qu'on a obtenu de la Banque des Territoires, puisque voilà, chaque rack a un certain coût. Le montant total de l'opération s'élève à 92 000 €, comme je l'ai précisé, et on a un financement à hauteur de 50%. Voilà, pour l'acquisition de ces racks. Et enfin, également le lancement en fait, du vélo libre-service. Dans l'idée de venir équiper 2 principales communes, donc Louviers et Val-de-Reuil, pour répondre à un besoin de déplacement courte distance. Donc on a travaillé avec la société EcoVélo. Alors pourquoi? Parce que, mais ça Monsieur Brosset le précisera mieux que moi, on a trouvé que leur système en fait était bien adapté au type de territoire qu'est le nôtre, c'est-à-dire territoire peu dense. Pourquoi? Parce que les stations ne nécessitent pas de génie civil lourd, il y a une certaine souplesse pour la mise en œuvre. Que leur système via des systèmes d'arceaux en fait, d'antivol présents sur les vélos peuvent s'adapter en fait sur le mobilier type arceau vélo déployé par les communes et constituer des stations de remise en fait des vélos et donc de venir mailler progressivement le territoire. Bref, une souplesse du système qui était vraiment adaptée. Donc on a lancé en juillet 2021. De la même manière, on a été accompagné aussi, un financement de la Banque des Territoires. Alors là, c'est un financement de 33 000 € plutôt sur la partie exploitation et pas sur l'investissement. Et donc, le premier bilan est extrêmement positif dans la mesure où ce système-là a trouvé sa clientèle. À l'heure actuelle, on a un peu plus de 17 000, environ 17 000 locations qui ont été effectuées. On est sur 50 vélos et 12 stations, avec des pics, avec 3 000 locations en saison estivale. Ça, c'est ce qui a été constaté cet été. Donc, avec un parc qui était un peu en dessous des 50 vélos durant cette période estivale. Bon, ça fait partie des petites difficultés, si on a une à soulever, c'est qu'on est quelque part un peu victime de notre succès et on constate un peu de dégradation sur quelques vélos. Donc on travaille main dans la main avec les communes concernées, avec EcoVélo pour trouver des solutions. La solution qu'on va mettre en place, c'est de revoir la gamme tarifaire telle qu'elle avait été mise en œuvre, puisque au point de départ, on avait décidé collectivement de mettre en place la gratuité sur la première demi-heure, puis après de mettre un tarif sur les minutes suivantes. On s'est aperçu que ça générait des phénomènes de surutilisation, à savoir des usagers qui utilisaient uniquement 29 minutes sur le fait de la gratuité, rendaient puis réutilisaient, etc. Et que ces personnes qui utilisaient 10 à 15 fois en fait les vélos par jour, et voilà, on constatait que les vélos, une fois qu'ils étaient rendus, il y avait des dégradations particulières. Donc en revoyant en fait cette gamme tarifaire, en rendant plutôt le service payant dès la première minute,
On pense que voilà, on va limiter les dégradations et donc on prévoit sur notre territoire de procéder à une deuxième phase de déploiement en 2023. Donc 50 vélos en libre-service supplémentaires. On se dit à peu près, pour l'instant on est en train de réfléchir au schéma de déploiement, mais à peu près le même ordre de grandeur sur le nombre de stations. Et sur des communes qui vont être encore plus rurales, voilà, des plus petites communes, mais on sent bien que les sujets sont finalement les mêmes. Les élus ruraux en fait souhaitent aussi qu'on puisse travailler sur la mobilité à vélo, moyennant aussi des aménagements cyclables, mais qu'il y a quelque chose à faire puisque les déplacements de courte distance sont également effectués et qu'il y a un enjeu par rapport à ça. Voilà, je vais laisser la parole à EcoVélo, qui va certainement compléter mon propos. Oui, bonjour à tous. Merci Monsieur Monnier pour votre intervention. Merci à la Banque des Territoires de nous laisser prendre la parole également. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, parfait. Je vous laisse le soin de basculer sur la seconde slide. Donc effectivement, EcoVélo opère sur le marché du vélo électrique en libre service, avant tout à destination des collectivités. Le choix qui a été fait à l'époque, c'est de permettre à des collectivités de taille moyenne, donc de ne pas les exclure en fait, de ce type de dispositif qu'on connaissait il y a 10 ans uniquement sur des métropoles, des Lyon, des Paris, des Nantes, etc. Donc l'objectif, c'est à travers un dispositif innovant et avec pas ou peu de génie civil, c'est de permettre cette souplesse d'installation et que des villes de taille moyenne et des petites villes puissent avoir accès à ce type de service. On le voit sur cette carte derrière vous. On a aujourd'hui 19 références actives en France et au même rang que l'agglo CNR, on va avoir des villes de petite taille et de taille moyenne comme Longwy, comme Marseillan, comme Soissons, comme Laon. Donc on focus vraiment sur ce type de territoire. On peut accéder à cette commande publique via la CATP. Donc EcoVélo aujourd'hui est référencé à la centrale d'achat du transport public, un référencement qui permet à la collectivité de contractualiser en direct via cette centrale d'achat et de ne pas refaire d'appel d'offres sur le sujet. Donc aujourd'hui, EcoVélo, c'est 25 emplois, à la fois sur Nantes où est basé notre siège et en région où nous avons des salariés à Carcassonne, à côté de Bourg-en-Bresse également. Et je vais vous laisser passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc EcoVélo propose une solution clé en main, évolutive et flexible. Alors clé en main parce qu'on va pouvoir s'occuper de tout, hein, de la fourniture du matériel, du déploiement de la solution, du fonctionnement au quotidien, les opérations. On peut en fait s'occuper de l'exploitation et de permettre à la collectivité de ne pas avoir à gérer le service au quotidien. Et dans ce cas de figure, généralement, on va opérer avec des acteurs locaux. Alors, dans le cas de l'agglo CNR, on est plutôt sur une organisation entre l'agglo et le délégataire de service public qui est Transdev, mais sur certains territoires qui peuvent ne pas avoir forcément de DSP, on va travailler avec des vélocistes locaux, avec des associations vélo, avec des chantiers d'insertion. Voilà, l'objectif, c'est aussi d'apporter, quand le territoire le permet, des emplois pour le tissu économique local ou associatif. On propose différents types de stations qui va permettre de s'adapter aux besoins, au contexte local. Donc, Monsieur Monnier l'a expliqué, hein, pas de génie civil ou peu de génie civil à partir du moment où on est sur du sol dur. L'objectif, c'est de placer des stations fixes avec des bornes de stationnement ou des stations légères où on va venir juste mettre des chaînes sur des totems d'information et les vélos les uns derrière les autres en mode caddie. Donc, on a un peu moins d'emprise au sol dans ce cas-là, moins d'investissement. On peut faire des stations virtuelles, notamment pour des événements. On va pouvoir également électrifier des stations, donc on peut raccorder la station au réseau Enedis ou avoir des stations passives, auquel cas le délégataire ou l'exploitant va s'occuper de changer les batteries déchargées par des batteries pleines. Donc ça offre une souplesse. Ça veut dire que je pose une station et si on juge qu'elle n'est pas assez performante, je peux la déplacer facilement. Vous pouvez rester sur la diapo précédente. Non, la précédente, c'était bien.
Voilà, merci. Donc on peut s'inscrire effectivement dans un maillage complémentaire au transport public comme on le fait avec l'agglo-Seiner, comme on peut être là également en remplacement de bus pour des territoires qui n'auraient pas forcément justement de transport en commun, en tout cas de bus. Le vélo peut apporter en fait cette réponse sur des déplacements de petites distances inférieures à 3 km où les infrastructures ont été développées. On est sur un service qui va être accessible H24, donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça va permettre finalement à l'usager en fait d'avoir la garantie d'un transport public. On met en place donc des billettiques qui sont via une application. On peut associer le badge transport en commun. Ça peut être via un téléphone portable classique via SMS. L'objectif, il est avant tout de correspondre au plus grand nombre. Donc on ouvre ce service au plus grand nombre avec ou sans abonnement, avec des tarifs flash ou des abonnements. On vise les déplacements domicile-travail, les étudiants, les touristes, lorsqu'on est sur des territoires touristiques également. Et un des axes de développement est également au niveau de la synergie publique-privée, et c'est de permettre aux entreprises de financer des stations, donc d'avoir un travail main dans la main entre les entreprises et les collectivités. Je vous laisse le soin de changer de slide. Donc là, c'était un petit rappel du service de l'agglo-Seiner, mais Monsieur Monnier en a bien parlé déjà, mais il s'agit effectivement d'un dispositif autour de 50 vélos et 12 stations qui ont été centralisées sur 2 premières villes avant de se développer en 2023 sur une deuxième polarité du territoire. On travaille avec des vélos donc, qui vont avoir une autonomie assez large, de 60 à 80 km, pour pouvoir permettre tout simplement des déplacements touristiques également et permettre à l'usager de garder le vélo un peu plus longtemps. La tarification proposée aux usagers est sur mesure. Demain, on travaille à des grilles tarifaires en fonction du besoin, de l'objectif fixé par la collectivité. Donc en l'occurrence, on a ici des accès flash à 3 centimes de la minute où on va payer directement, comme des abonnements mensuels et annuels qui vont avoir des offres spéciales pour les abonnés des transports en commun. Dernier point sur la partie matérielle, c'est le cas à Seiner comme dans toutes les autres villes. On travaille avec Arcade Cycle, qui est donc une entreprise PME de Vendée qui assemble ces vélos en France. C'est un point important. On fait attention à travailler effectivement avec des acteurs français. Enfin voilà, pour récapituler, en gros, sur un service vélo, je rebondis un peu sur ce que disait votre intervenante sur le covoiturage. Il y a également une notion de patience, de prendre le temps au service de vivre, enfin de laisser le temps au service de vivre et d'évoluer pour pouvoir analyser sa réussite et éventuellement adapter en fait les dimensionnements. Aujourd'hui, on constate des trajets moyens autour de 20 minutes qui vont faire entre 3 et 5 km. En fonction des grilles tarifaires, on observe sur l'ensemble de nos villes un revenu autour de 1 € par trajet, des locations sur certains territoires qui vont jusqu'à 3 trajets par jour, 3 ou 4 trajets par jour, et des dimensionnements de 40 à 100 vélos et de 8 à 20 stations. Donc, s'il y a un point déterminant, au-delà du nombre de vélos, il est de bien mailler le territoire en termes de nombre de stations, parce qu'une station a une certaine zone de chalandise, et quand on a une station à plus d'1 kilomètre de chez soi, on ne l'utilise pas forcément, alors qu'à 300 mètres, on va intégrer cet usage dans sa mobilité quotidienne. Donc, l'enjeu, avant tout, il est de bien mailler le territoire. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Moi, de mon côté, je retiens que l'enjeu, c'est de mailler le territoire et surtout, je retiens que ces dispositifs ne sont plus réservés aux métropoles, comme le vélo en libre service à Paris. Ça a aussi du sens dans des villes moyennes ou des petites villes. Est-ce qu'il y a des questions sur Teams? Alors, une question toute simple. Pour déterminer l'implantation des stations, comment vous objectivez les besoins? Est-ce que vous menez des études au préalable, ou comment ça se passe? Non, je vais me permettre, c'est un travail en fait collectif entre l'agglomération, parce que simplement on détermine où sont ce qu'on appelle en fait les hubs de déplacement, où sont les besoins en matière de déplacement, donc où sont les pôles générateurs de trafic, c'est-à-dire que vous m'entendez? Oui, très bien.
Ah, pardon. Donc ça va être soit des grands équipements, soit les centres-villes, soit des gares, soit des pôles d'échange, toutes les zones qui finalement présentent une attractivité particulière et qui vont générer du déplacement. Donc on les prédétermine, on identifie ça avec Ecovélo. On fait une sorte de prédimensionnement et puis après, on confronte ça aussi à la vision que peuvent avoir les communes concernées, parce que bon, il y a toujours un avis aussi des maires concernés sur une localisation précise en fait d'une implantation de station. Donc voilà, on regarde en fait les éléments relatifs aux enjeux de mobilité et puis après, on affine pour déterminer le lieu précis d'implantation. Merci beaucoup. Monsieur Brosset, à Marseillan, qui est aussi une commune petite ville de demain, où vous avez déployé récemment votre solution, est-ce que vous sauriez nous dire, par exemple, plutôt un ordre de grandeur, mais le nombre de points de stationnement qu'il y a à l'échelle d'une petite ville stricto sensu? Marseillan, on est sur un petit service qui doit avoir une quinzaine de vélos et 3 ou 4 stations uniquement. C'est un service qui est en place depuis bien 4 ou 5 ans désormais. C'est un bon exemple en termes de taille de territoire, en termes de réussite, parce que avant tout sur la saison estivale, parce que le service en fait est en marche, en fonctionnement 6 mois par an. Donc avant tout sur la saison estivale, le service fonctionne très bien. Ça serait un dimensionnement qu'on referait aujourd'hui. Effectivement, on ne se contenterait pas de 3 stations, justement. On irait plutôt sur davantage de points pour concerner davantage de monde. On aurait peut-être une occupation annuelle sur le service. Donc voilà. Mais comptez, ouais, c'est une quinzaine de vélos et 3 stations aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. On a fait le tour. Il est temps maintenant de passer, il est plus que temps même, de passer à la seconde séquence consacrée à l'attractivité des petites villes et un premier témoignage de Dominique Valentin, représentant de Relais d'entreprise, accompagné de deux représentants de la commune de Puy-Guillaume, commune labellisée Petite Ville de Demain également. C'est à vous, vous m'entendez ? Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous permettre de présenter Relais Entreprise. Alors, on ne peut plus véritablement considérer que Relais Entreprise est une start-up puisqu'on fête cette année nos 10 ans. Néanmoins, 10 ans de combat et d'engagement en faveur, non pas de la mobilité, mais en faveur plutôt de la non-mobilité. Ça fait 10 ans qu'on dit que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas. Et ça fait 10 ans qu'on fait la promotion du télétravail, mais pas forcément à domicile. D'ailleurs, Relais Entreprise, dans son étymologie, et le S entreprise, c'est vraiment pour illustrer les relais des salariés des entreprises. On travaille exclusivement nous, sur les territoires périurbains et les territoires ruraux, là où il y a une vraie problématique de mobilité. Et Relais Entreprise, on présentera ensuite Puy-Guillaume, qui est typiquement la caractéristique d'un territoire qu'on accompagne. On est à la fois un bureau d'études sur le sujet très vaste du tiers-lieu, tiers-lieu au sens large, et tiers-lieu d'activité en particulier lorsqu'ils s'adressent aux entrepreneurs et lorsqu'ils peuvent être des alternatives au travail à domicile. Donc un engagement très fort sur le dimensionnement de ces espaces pour permettre effectivement que ces espaces trouvent leur place et surtout qu'on ne soit pas dans de la réhabilitation qui au final ne sert à rien parce qu'il n'y a personne qui utilise ces espaces. Mais surtout, quand bien même on a 10 ans, on peut quand même être considéré comme une start-up dans la mesure où on a travaillé sur une innovation qui peut apporter un vrai levier sur l'usage des tiers-lieux d'activité, des espaces coworking comme alternative au télétravail à domicile, puisqu'on a réussi à donner de la valeur à la non-mobilité. Le premier intervenant tout à l'heure dans le domaine du covoiturage parlait des certificats d'économie d'énergie. Donc on a effectivement, nous, donné de la valeur à la réduction de la consommation d'énergie quand un salarié ne se déplace pas et va proche de son domicile dans un tiers-lieu d'activité, un espace coworking, et ce dans le cadre d'un partenariat avec EDF qui rachète les kilowattheures non consommés. Et surtout, et ça c'est la vraie innovation, on a obtenu le label bas carbone du ministère, et donc c'est aussi pour ça qu'on a été labellisé French Impact, et clairement on est capable de vendre les tonnes CO2 non émises par les salariés qui se rendent dans un tiers-lieu d'activité plutôt que de prendre leur voiture.
Et ça, cette approche qui consiste à faire de la fiscalité incitative à la réduction des mobilités plutôt qu'une fiscalité punitive pour ceux qui doivent déjà prendre leur voiture, c'est non négligeable parce que ça va permettre de prendre en charge une partie des loyers qui sont facturés par les collectivités ou par les porteurs de projets privés lorsqu'il s'agit effectivement de proposer ces espaces de travail qui ne sont pas gratuits, rien n'est gratuit dans ce bas monde, et ça va assurément contribuer à ce que le télétravail, d'une part, bien sûr, se maintienne. Et là, on a vu que grâce à la Covid et grâce à la hausse du prix des carburants, les entreprises progressivement adoptent le télétravail de façon plutôt massive et de façon continue, même si ça reste encore beaucoup au domicile du salarié. Mais pour justement des mesures d'équité sociale, de plus en plus, des alternatives au télétravail à domicile sont proposées. Et la particularité de Relais Entreprises, avant de passer la parole à Guillaume, mais je la reprendrai pour parler d'une autre société que j'ai cofondée qui s'appelle Vivre au Vert et qui là est au cœur de la notion d'attractivité des territoires, notamment du fait que grâce au télétravail, beaucoup d'actifs peuvent s'affranchir dans leur lieu de travail pour choisir leur lieu de vie et donc s'éloigner des métropoles et habiter sur des territoires typiquement comme Puy-Guillaume. En fait, Relais Entreprises, c'est une enseigne. C'est là où on a une particularité, c'est qu'au-delà du bureau d'études, on fédère les espaces coworking, les tiers-lieux d'activité, d'autant plus quand ils sont hybrides et qu'ils intègrent d'autres dimensions telles que des tiers-lieux d'innovation comme les Fab Labs ou les tiers-lieux d'économie sociale et solidaire, quand ce sont des lieux à aménagement pluriel, quand ils ont un espace télétravail pour télétravailleurs salariés, ils rejoignent le réseau Relais Entreprises qui, au-delà de leur donner de la lisibilité, leur donne aussi de la visibilité. On a une centaine d'espaces affiliés au réseau Relais Entreprises et on est capable de fédérer aussi bien des tiers-lieux gérés par des collectivités que des tiers-lieux d'activité gérés par des privés, quelle que soit leur localisation départementale. On est une sorte un peu de label, ce qu'on appelle une enseigne volontaire, et ça permet comme ça de mutualiser des actions, et notamment à destination des DRH. Je rejoins également un point qui a été abordé tout à l'heure par rapport à la notion de covoiturage et la nécessité de convaincre les employeurs. Et c'est clair qu'à l'échelle d'un lieu, voire même de plusieurs lieux, ce n'est pas suffisamment impactant ou dans tous les cas suffisamment représentatif pour une entreprise que d'aller les voir en disant on a 2-3 lieux qui sont à proposer à vos salariés. C'est beaucoup plus important quand on arrive avec un réseau. Aujourd'hui, on a une centaine d'espaces. Et quand on arrive à mailler autour des métropoles, les métropoles qui sont de plus en plus concernées par le sujet, au titre des contrats de réciprocité, au titre des plans de protection de l'atmosphère ou des plans ozone ou de la mise en place des ZFE, et on travaille avec des métropoles. On vient de remporter l'appel d'offres avec le groupe Auxilia et Géomob sur le Grand Lyon, qui réfléchit à la résolution des problèmes de mobilité, à la source de la mobilité, et pas quand elle se constate aux portes de la métropole, parce que c'est trop tard, et ce n'est pas en construisant des nouvelles infrastructures qu'on arrive à absorber les flux des déplacements pendulaires. Donc peut-être présenter Puy-Guillaume, cette réflexion que Puy-Guillaume a justement autour de ce sujet de tiers-lieu, de l'attractivité des territoires, et je reprendrai la parole pour vous parler justement de ces leviers, et notamment avec l'autre start-up qui s'appelle Vivre au Vert. Monsieur Villafranca, peut-être présenter Puy-Guillaume et voilà votre démarche au titre de Petite Ville de demain notamment. Merci Dominique pour votre intervention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Grégory Villafranca, moi je suis directeur général des services de la mairie de Puy-Guillaume. Alors, je vais être assez synthétique. Moi, je vais m'en tenir à la présentation effectivement de la commune et à la genèse, je dirais, de notre volonté d'accueillir ou d'accompagner la création d'un tiers-lieu sur la commune de Puy-Guillaume. Et je céderai ensuite la parole à Corinne Zoukov, qui est notre chef de projet du programme Petite Ville de demain. Être assez synthétique parce que tout de suite derrière, et très rapidement, d'ici quelques minutes, on a un atelier avec nos élus dans le cadre d'une autre étude qu'on mène dans le cadre du programme Petite Ville de demain sur la revitalisation du centre-bourg. Alors, vous dire quelques mots effectivement sur Puy-Guillaume. Vous avez une petite slide qui vous le rappelle. La commune de Puy-Guillaume, c'est une commune d'environ 3000 habitants et dont la population augmente régulièrement ces dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons accueilli à peu près plus de 100-150 personnes sur ces dernières années. Notre commune est intégrée à la communauté de communes Tiers d'Or et Montagne qui est composée donc de 30 communes et d'environ 40 000 habitants.
C'est aussi la porte d'entrée nord du parc naturel régional Livradois-Forez. Et elle fait office d'espace charnière entre les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier, pour ceux qui connaissent un peu notre territoire et notre belle région d'Auvergne. Donc, cette position stratégique, elle place Puy-Guillaume à peu près à moins d'1 heure donc, des grands pôles urbains que sont Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme et Vichy dans l'Allier. Et Puy-Guillaume est identifié comme un pôle relais par l'armature urbaine d'ailleurs du SCOT Livradois-Forez, et elle rayonne sur un bassin de vie d'environ à peu près 10 000 habitants. Puy-Guillaume, je dois le souligner, reste une commune rurale, on l'a dit, Dominique l'a dit, mais à la fois attractive grâce à son tissu commercial qui est encore important, puisque Puy-Guillaume, c'est encore à peu près 40 commerces de proximité pour une taille de 3000 habitants, avec une offre relativement satisfaisante en équipement aussi, en service. On retrouve tous les professionnels de santé, tous les services dont la population a besoin sur l'échelle de ce bassin de 10 000 habitants. Et puis, il faut là aussi peut-être faire une mention, c'est que la particularité des équipes municipales, je dirais, qui se sont succédées à Puy-Guillaume, ont toujours aussi refusé l'implantation de grandes ou de moyennes surfaces afin de favoriser effectivement le tissu économique local. Alors, cette situation aussi stratégique, comme je le disais tout à l'heure, au croisement d'axes de communication majeurs, a été propice aussi au développement économique de Puy-Guillaume, avec notamment l'implantation au début du XXe siècle d'une verrerie spécialisée dans la fabrication de bouteilles et qui emploie aujourd'hui encore près de 400 personnes. Donc, cette activité a fait la prospérité de Puy-Guillaume et a façonné, je dirais, et développé son bourg-centre qui est reconnu sur le territoire pour être dynamique et vivant. La commune de Puy-Guillaume est donc lauréate, vous l'avez bien compris, du programme national Petite Ville de demain depuis juin 2021, date à laquelle on a signé la convention avec les services de l'État. Et aujourd'hui, on en est au temps de la réflexion, de la conduite des études stratégiques et pré-opérationnelles. Et parmi les études en cours, nous travaillons, et on a donc la chance de travailler avec Dominique Valentin et Relais d'entreprise, donc pour conduire une étude de préfiguration d'un tiers-lieu. Donc, je dirais que cette mission aujourd'hui qu'on a confiée à Relais d'entreprise a pour objectif d'étudier la faisabilité d'implanter un espace partagé, vous l'avez compris, avec un ancrage local fort. Pour les élus, ce projet, effectivement, c'est la priorité, c'est une des priorités du mandat. Et il s'inscrit dans une stratégie qui porte l'ambition de développer un nouvel outil en soutien à la fois à l'entrepreneuriat, de favoriser l'attractivité territoriale par l'accueil d'activités tertiaires et la consolidation quelque part des services publics en cœur de ville afin de renforcer l'action sociale et favoriser l'innovation. Donc voilà les quelques mots moi, que je voulais vous dire pour vous présenter Puy-Guillaume, la genèse de notre projet. Mais je vais céder la parole à Corinne Zoukov qui est en face de moi, qui est donc notre chef de projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce programme et qui nous accompagne au quotidien pour faire de Puy-Guillaume, on l'espère, le Puy-Guillaume de demain en tout cas. Bonjour, merci Grégory. Donc effectivement, je suis chef de projet, donc Corinne Zucov, chef de projet Petite Ville de demain pour la communauté de communes. Ça c'est une précision parce que du coup, la communauté de communes Tiers d'Or et Montagne. Grégory, effectivement, vous l'avez rappelé que voilà, la Comcom, c'est effectivement 30 communes et 40 000 habitants. C'est quand même un territoire principalement rural, puisque sur les 30 communes, on a quand même 23 communes voilà, qui sont rurales, mais c'est aussi un territoire concerné par deux dispositifs qui sont assez impulsateurs pour l'attractivité des territoires et pour les collectivités, qui sont bien sûr le programme Petite Ville de demain, donc qui concerne à la fois Puy-Guillaume, mais également Courpierre, qui est une commune donc plus au sud du territoire de Tiers d'Or et Montagne et qui représente à peu près 4000 habitants. Et puis surtout,
aussi qui viennent en appui, donc ces deux pôles de vie viennent en appui à la ville-centre, qui est donc Thiers, voilà, aussi avec cette réputation et cette renommée connue donc de l'artisanat de la coutellerie. Donc en fait, aujourd'hui, je vais peut-être aller très très rapidement sur, puisque Grégory, tu l'as bien précisé effectivement, peut-être situer un peu cette étude dans la démarche globale par rapport à Petite Ville de demain. Effectivement, la convention d'adhésion a été signée par l'État, les communes, les différents partenaires Tiers d'Or et Montagne en juin 2021, et à cette signature s'engage effectivement la phase d'initialisation, la phase de 18 mois, qui va permettre aux collectivités de conduire cet ensemble d'études à la fois stratégiques et préopérationnelles. Et donc, par rapport, le choix a été fait de mobiliser, on va dire, différentes expertises pour pouvoir justement répondre aux différents enjeux transversaux de qualité urbaine, qualité de vie et de transition énergétique. Ce qui amène donc en fait la collectivité début 2022 à lancer en fait trois consultations simultanément. Ça, c'est effectivement un enjeu, parce que c'est quand même pas négligeable, 3 consultations en même temps. Sur donc des thématiques diverses, puisqu'on a le volet économique, puisqu'effectivement il y a eu aussi une expertise, la collectivité a sollicité l'expertise flash à shopping et digitalisation, accompagnement à la digitalisation, donc deux propositions faites dans le cadre en fait du programme Petite Ville de demain qui ont été mobilisées. Mais donc en fait ces 3 consultations ont bien sûr mobilisé à la fois des expertises économiques, mais aussi en urbanisme et paysage, et aussi surtout en programmation architecturale, et là en programmation urbaine. Sur ces 3 consultations, peut-être en dire 3 mots rapidement pour resituer effectivement l'étude de préfiguration du tiers-lieu. Parce que demain, bien sûr, l'enjeu, ça va être l'articulation de finalement en fait les résultats de ces 3 expertises. Donc la première expertise, c'est la démarche participative, largement ouverte depuis Guillaume 2040, donc qui a pour objectif l'élaboration de la stratégie globale de revitalisation sur la redynamisation commerciale et bien sûr l'attractivité résidentielle du centre-bourg. Cette étude va permettre en fait d'élaborer la feuille de route pour la collectivité pour les 15 prochaines années, et bien sûr d'amener en fait la collectivité à conventionner dans le cadre de sa convention d'ORT avec l'État. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, et c'est cette étude-là qui fera effectivement la synthèse de toutes ces expertises. On a une étude qui a été lancée aussi sur l'évolution et la modernisation des équipements publics, qui re-questionne en fait la collectivité sur son patrimoine communal et sur l'optimisation de ses services et l'optimisation de ces bâtiments. Et c'est là aussi où entre en jeu la problématique en fait de tiers-lieux, pour voir en fait comment finalement en fait le bâti et finalement le patrimoine actuel peut aussi donc être mis au service de cette innovation sociale et de cette attractivité territoriale. Et enfin donc on va en parler beaucoup de cette étude de préfiguration du tiers-lieu, donc qui a pour objectif effectivement d'accompagner cette action sociale locale et d'encourager bien sûr l'innovation sur le territoire avec comme Puy-Guillaume, pourquoi pas Puy-Guillaume pilote de cette démarche de tiers-lieu au sein du territoire de Tiers d'Or et Montagne. Donc bien sûr le défi, ça va être l'articulation de tout ça, et pour pouvoir ensuite présenter d'ici la fin de l'année 2022 une vision consolidée du Puy-Guillaume 2040 avec bien sûr toutes ces expertises et derrière effectivement avoir une stratégie qui soit cohérente, pragmatique et surtout opérationnelle. Voilà. Bien sûr, une année rythmée avec une très forte mobilisation à la fois des services, des élus, mais des habitants aussi, puisqu'en fait l'enjeu a été d'ouvrir le plus largement possible dans les 3 expertises la concertation. Voilà, je vais peut-être laisser effectivement la parole à Dominique Valentin. Oui, donc peut-être très rapidement, parce que on a du retard.
Hein, je sais qu'on on va pas abuser et merci en tout cas pour cette présentation depuis Guillaume. La dernière slide, si vous pouvez la passer, c'était juste pour faire un focus sur l'attractivité des territoires et sur effectivement les résultats de ce qu'on peut publier nous au travers de la plateforme Vivre au Vert. Donc une société qui a été créée pendant la période de confinement, la première période de confinement, parce que je l'évoquais tout à l'heure, notamment par la pratique du télétravail, on se rend compte que plus on a de jours de télétravail, plus un nombre d'actifs vont pouvoir s'affranchir de leur lieu de travail pour déterminer leur lieu de vie. Alors, on parle beaucoup d'exode urbain, on re-questionne effectivement est-ce que cet exode urbain est réel, est-ce qu'il sera durable, est-ce que c'est un phénomène de mode. Bref, nous, on a créé une plateforme avec 4 autres associés pour justement éviter que l'exode urbain se traduise par des nouvelles centralités. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez vous affranchir de votre lieu de travail pour déterminer votre lieu de vie, ça vous ouvre des champs du possible. Et en fait, Vivre au Vert est une plateforme qui permet d'identifier des territoires de lieux de vie selon des critères macro, éloignement d'une ville, pluviométrie, ensoleillement, pic de chaleur, mais aussi l'existence d'un certain nombre d'infrastructures comme par exemple les tiers-lieux d'activité. C'est un critère quand même, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec le sujet qu'on a abordé juste avant. Le critère tiers-lieu d'activité monte en puissance en matière de critères de sélection d'un territoire puisqu'il arrive aujourd'hui dans 27% des cas, hein, parmi les 27% des personnes qui utilisent la plateforme Vivre au Vert, ils intègrent le critère tiers-lieu d'activité. Et cette plateforme permet aux collectivités territoriales de savoir si, leur territoire apparaît en vert. En fait, le principe, c'est quand vous rentrez plein de critères, le territoire apparaît avec un grillage de 25 km². Si les dalles est verte, c'est qu'il y a 100% des critères. Jaune, il manque un critère. Et quand les personnes cliquent sur une dalle verte, elles ont les biens immobiliers à louer, les biens immobiliers à vendre, les offres d'emploi et les activités à reprendre. Et en fait, on se rend compte effectivement que les territoires n'ont pas tous la même attractivité. Ça, c'est les territoires qui sont cliqués. Et on a, nous, la possibilité aussi de faire apparaître les territoires qui apparaissent en vert, même s'ils ne sont pas cliqués. Et ce n'est pas neutre parce que ça permet comme ça aussi de faire apparaître des territoires auxquels on n'aurait pas pensé et de pouvoir plus facilement orienter le marketing territorial. Et je termine juste et je relaisse la parole ensuite aux autres intervenants pour dire qu'on a intégré comme critère de sélection d'un territoire le label Petite Ville de demain. Et on verra si ce critère est un critère identifié comme étant un élément différenciant pour choisir son territoire de lieu de vie idéal, parce qu'un territoire Petite Ville de demain, forcément, il se passe plein de choses, comme vient d'en témoigner puis Guillaume. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très intéressante cette carte. Pour finir cette session consacrée à l'attractivité, je voudrais appeler Julie Lévesque, qui représente la start-up ou l'association Comme une opportunité. Bonjour à tous. Qui nous rejoint. Et je vous laisse la parole, Julie. Je suis là. Et les slides fonctionnent, donc c'est fantastique. Sauf qu'on vous entend de loin. Vous m'entendez de loin? Ah. C'est mieux. Ok, bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup donc pour ce temps et merci pour cette opportunité de prise de parole. Donc moi, je voudrais commencer par vous poser une question à tous. Je voudrais savoir si vous connaissez les APRE. En général, on me répond non, je ne vous le cache pas, mais si quelqu'un peut répondre oui, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Donc les APRE, si vous voulez bien passer au slide d'après, les APRE, c'est donc une commune de Normandie, tout simplement, une commune tout à fait classique de France, avec sa mairie, son école, son église, etc., etc. Il y a 70 ans, dans ce village, quand mon père était petit, il y avait 3 boulangeries, il y avait 7 bistrots, il y avait le garage, il y avait toutes les activités qu'on peut imaginer, la boucherie, la charcuterie, etc., etc. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le garage ne donne plus d'essence et les 3 derniers commerces sont à vendre. Et c'est là où on s'est dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est OK de laisser des villages et des petites villes mourir en fait, ou se dévitaliser aussi nettement. Est-ce qu'il faut vraiment choisir entre donc des villages morts et donc aller tous rejoindre donc des métropoles surchargées, si vous voulez passer au slide d'après, des métropoles surchargées, embouteillées, bruyantes, polluées, ou est-ce qu'on y est vraiment plus heureux? Je ne sais pas. Je suis moi-même partie de Paris, donc je peux en témoigner si besoin était. Et sachant qu'il y a énormément d'envie d'entreprendre en France et d'entreprendre au bon endroit.
Si vous voulez bien passer au slide d'après, s'il vous plaît. Et donc, chez Commune Opportunité, en fait, nous avons acquis la conviction qu'en fait, il était possible de faire se rencontrer ces territoires qui aimeraient accueillir de nouveaux entrepreneurs et ces entrepreneurs qui aimeraient trouver un endroit où leur activité ferait sens pour les habitants, pour le dynamisme de la commune et puis aussi pour eux-mêmes, en fait, par rapport à la qualité de vie qu'ils recherchent. Et donc, c'est de tout cela que l'on a pensé, que l'on a créé Commune Opportunité, si vous voulez bien passer au slide d'après, s'il vous plaît. Donc, Commune Opportunité qui se présente donc comme un site de rencontre entre porteurs de projets et communes de France. Alors, lorsque l'on parle de porteurs de projets, dans notre cas, c'est tout secteur d'activité. Donc, on va avoir des commerçants, on va avoir des artisans, on va avoir des professionnels du tourisme, on va avoir des professionnels de santé, on va avoir des projets associatifs. Ça peut être vraiment très large. Du côté des territoires, donc, comme vous avez compris, nous, ce que l'on souhaitait, c'était proposer une solution donc, accessible au village. Évidemment, on s'adresse à toute taille de commune, on s'adresse aussi aux intercommunalités, aux PETR, etc. On est très souple, on peut même travailler avec des départements ou des régions sans aucune difficulté, puisque donc, tout est bien pensé sur la plateforme. Alors, très concrètement, comment ça se passe? Donc, le porteur de projet vient sur la plateforme et il inscrit gratuitement donc, son projet en ligne. Le territoire, de même, va pouvoir venir sur la plateforme, créer un profil, valoriser donc, toutes les qualités de son cadre de vie. Et une fois que donc, on aura bien parlé de cet environnement, le territoire va pouvoir contacter le porteur de projet et ou publier des opportunités, des annonces. C'est nous recherchons un boulanger, nous recherchons des acteurs du tourisme vert, nous recherchons un nouveau médecin, etc. etc. Et laisser une chance donc aux porteurs de projet de les contacter aussi de façon proactive. Donc, effectivement, on a juste réinventé Mythique pour l'appliquer à l'entrepreneuriat et aux petites villes de France. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, on a déjà plus de 290 rencontres qui ont été rendues possibles sur le site, comme vous pouvez le voir. Donc, quand on parle de rencontres, c'est effectivement des conversations engagées entre les porteurs de projets et les territoires et inversement. Sachant que, naturellement, il est courant que les coordonnées soient donc partagées par la messagerie interne du site. Et le premier contact se fait donc de façon sécurisée par ce biais-là. C'est la salle G105. D'accord. Je suis désolé, c'est Dominique, je crois, qui a oublié d'éteindre son micro. Voilà, on vous écoute. Si vous voulez bien passer à la slide d'après. Parfait, merci beaucoup. Donc, en somme, donc, nous, notre ambition, c'est bien de faciliter l'entrepreneuriat au service de la revitalisation des territoires et en particulier des petites villes de demain, puisque c'est un focus qu'on avait depuis le début, donc de pouvoir s'adresser aux villages et petites villes de façon générale. Et je prends Monsieur Chéniaud à partie puisque je lui avais exposé le projet quand il n'était qu'un projet, avant que la plateforme ne sorte, sachant que la plateforme donc, est sortie en 2019, pour précision. Si vous voulez bien passer au slide d'après. Voilà, donc on va voir sur cet exemple donc la page de Bourg-sur-Colagne, qui est donc une commune présente donc, sur le site bien sûr, qui vient de renouveler avec nous pour une seconde année. Bourg-sur-Colagne, c'est donc une petite ville de demain. Vous le verrez sur le slide suivant d'ailleurs, puisque donc, vous voyez qu'il y a toute une présentation du territoire, mais il y a aussi des éléments de base de données, j'ai envie de dire, qui remontent donc sur la droite, sur la colonne de droite. Petite ville de demain, donc on a la liste effectivement donc, dans nos éléments, de même que ZRR, ZAFR, Action Cœur de Ville, et aussi des labels comme Petite Cité de Caractère, etc., qui sont autant d'éléments de cadre de vie et de pondération, entre guillemets, de la commune que l'on propose donc aux entrepreneurs. Ce logo donc apparaît automatiquement pour les petites villes de demain et si on clique dessus, on se retrouve donc sur un article de présentation du programme Petites Villes de demain que l'on a travaillé avec la NCT, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà, qui va expliquer aux entrepreneurs tout simplement quel est l'intérêt pour eux de connaître
d'entreprendre dans une petite ville de demain et les éléments à connaître par rapport à ce programme. Alors moi j'aime beaucoup l'exemple de Bourg-sur-Colagne puisqu'ils ont une pratique très précise de commune opportunité qui est vraiment en phase avec ce que l'on souhaitait développer. C'est-à-dire que Bourg-sur-Colagne, si vous avez l'occasion de visiter le site et de voir leur page, ils n'ont qu'une annonce en ligne. En l'occurrence, c'est une annonce automatique via notre partenariat avec le programme Place de la Gare. Ils n'ont pas pris la main pour dire qu'ils recherchaient spécifiquement un commerçant ou un professionnel de santé. Ils n'ont pas pris la main pour ça. Par contre, ils contactent tous les porteurs de projets qui peuvent faire sens pour leur commune. Et ils en sont à une 40aine de rencontres. Et en fait, je pense sincèrement qu'il n'y a que sur Commune Opportunité que ça c'est possible. Et donc, on aime vraiment beaucoup l'usage que fait Bourg-sur-Colagne de notre plateforme. Donc en fait, ils utilisent comme une opportunité en tant que vivier finalement pour aller chercher et trouver de potentiels porteurs de projets, sans eux-mêmes avoir rempli un profil assidûment. Alors, ils ont leur page territoire, donc ils font leur part de marketing territorial, j'ai envie de dire, mais effectivement, après, ils prennent la main, ils sont proactifs pour aller chercher les porteurs de projets. Et ça, c'est extrêmement bien vu, évidemment, de la part des entrepreneurs qui se sentent désirés, quelque part. En l'occurrence, il y a 80% de taux de réponse, ce qui est quand même bon. Je pense qu'on peut le dire. Et dans tous les messages envoyés, il y en a un seul qui n'a pas été lu. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que les professionnels de santé sont très demandés et donc parfois ils répondent un petit peu moins à leur mail que d'autres profils d'entrepreneurs. Mais voilà, c'est d'où les chiffres. Donc voilà, ça c'est une pratique que l'on aime beaucoup. Après, la plateforme est souvent, en l'occurrence, prise en main par plutôt au niveau de l'intercommunalité. Des intercommunalités donc, qui peuvent avoir une ou plusieurs petites villes de demain. On travaille également avec des PETR. Je pense en particulier au Pays Avallonnais, qui a comme petite ville de demain Avallon, typiquement. Donc l'action est en place avec le PETR depuis plus de 2 ans déjà. Et donc là, on a la chef de projet Petite Ville de Demain qui vient de rejoindre donc, la plateforme pour la seule ville d'Avallon en complément de l'action du PETR. Donc c'est aussi un système qui peut se mettre en place. Et donc là, vous voyez à l'écran donc des exemples de projets qui sont actuellement en ligne sur la plateforme. Vous voyez, il y a une grande diversité. Je ne sais pas si vous voyez bien de votre côté. N'hésitez pas si vous voulez que je précise. On devine. Vous devinez donc à la fois des médecins généralistes, des propositions d'ouverture de supérettes ou d'épiceries. Il y a vraiment des projets de tout type. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai validé la recherche d'une pédiatre voilà, qui cherche à s'implanter plutôt du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a aussi un atelier de cueillette et de transformation de plantes sauvages, vous voyez, qui s'est mis en ligne cette semaine. Donc, on peut avoir des projets aussi divers et il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de ces belles idées entrepreneuriales. Certains sont naissantes, certains sont très aboutis. Typiquement, un médecin qui a 30 ans d'expérience, bon, oui, on peut dire que ça aboutit et qu'il sait ce qu'il veut. C'était vraiment notre envie de mettre en contact les entrepreneurs et les territoires pour qu'ensemble, ils puissent construire des belles choses qui soient au service des habitants et puis qui soient pérennes pour tous. Voilà, en quelque sorte, une présentation rapide comme une opportunité. Alors, on a une question sur le chat. Comment faites-vous pour vous financer? L'accès à Commune Opportunité est-il payant? J'imagine que c'est un système d'abonnement, mais je vous laisse développer. Alors oui, tout à fait. Donc en fait, il y a une participation financière à l'outil de la part des territoires qui dépend de la population. Donc on a une tarification qui est à l'habitant près, donc pour 12 mois glissants à partir de la signature du devis, qui donne accès à un certain nombre de services. Donc il va y avoir l'apport d'une expertise pour la rédaction, la présentation donc, de la page de la commune.
Donc, on va vous proposer un texte optimisé à la fois par rapport aux attentes des entrepreneurs, mais aussi aux attentes des moteurs de recherche, parce que c'est important à l'heure actuelle quand on propose un site Internet. Donc, cette optimisation est faite par nos services. Ensuite, on propose au territoire donc, ce texte. Et si c'est validé, on peut mettre en ligne pour le territoire. Le pack initial, au-delà de cette rédaction, prévoit évidemment l'activation de la messagerie proactive pour sourcer les porteurs de projets, un certain nombre de crédits opportunités, 3 pour une ville, 10 pour une intercommunalité dans le pack de base, un kit de communication et le suivi de projet. Donc à tout moment, on reste là, accessible, pour répondre à toute question, modifier quelque chose très rapidement si besoin était, donner des conseils sur une formulation, etc. Merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question. Quelles sont les premières, enfin, quelle est la nature des activités qui ont pu s'implanter jusqu'ici grâce à vous? Alors, on a un bar, par exemple, un café-bar snack qui vient d'ouvrir dans un village de Vendée qui s'appelle la Guyonnière. Voilà, 2700 habitants. L'action est pilotée donc par l'intercommunalité. Et donc, ça a permis donc, cette réouverture de café qui était très attendue par les habitants. Donc, on est absolument ravis. Il y a évidemment, donc, comme je vous disais, pour tous les professionnels de santé, donc, ils ont un certain succès. Donc, ils reçoivent de nombreuses propositions. On a plus de mal à avoir des retours. Donc, on espère qu'une commune pourra nous remonter l'information comme quoi on a une installation sonnante et trébuchante. On avait aussi un petit projet industriel autour du textile qui cherchait à s'implanter en Occitanie, qui a rencontré plusieurs territoires sur la plateforme et qui nous a dit qu'il en était, voilà, qu'il était très satisfait, qu'il allait maintenant prendre sa voiture pour aller à la rencontre, voilà, découvrir de nouveaux territoires et qui reviendrait vers nous dès qu'il aurait fait son choix. Donc, on attend avec impatience voilà, son message. Bien sûr, on est sur des projets de mobilité. Donc, aussi bien pour les territoires que pour les porteurs de projets, il faut s'inscrire dans un temps long. Parce que parfois, il y a des questions de vente de la maison, de trouver un nouvel endroit où habiter, faire des travaux pour une boutique, etc. Donc, on est sur un temps long, mais il y a des jolies choses, qui se passent. Bon, ben merci beaucoup pour ces témoignages encourageants. Pour ma part, je retiens deux maîtres mots finalement qui, j'ai l'impression, concernaient nos 4 acteurs de cet après-midi. Le premier, c'est la souplesse, hein, cette capacité qu'ont finalement les startups qui collaborent avec les petites villes à s'adapter, à réagir, à être agiles en somme. Et le second, c'est de collaborer à différentes échelles, hein. On l'a vu sur tous les types de projets, la petite ville, mais aussi l'échelle de l'intercommunalité qui a son rôle à jouer, le PETR, le cas échéant. Voilà, je retiens ces 2 maîtres mots. Franck Chéniaud, est-ce que tu aurais la gentillesse de venir conclure cette journée? Oui, merci beaucoup. Enfin, vraiment, merci encore une fois à tous les intervenants et à tous les participants pour ce temps d'échange, de témoignage, de retour d'expérience, de mise en commun. C'est vraiment l'objet de ce qu'on entend dans le hub. Alors bon, j'avais retenu quelques mots-clés, mais tu m'en as déjà piqué 2, donc je vais aller rapidement. Non, je voulais souligner à quel point les solutions qui sont présentées sont des solutions opérationnelles. Elles s'inscrivent dans des... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles s'inscrivent dans des projets globaux, dans des stratégies de redynamisation, mais en même temps qu'elles peuvent être mises en œuvre assez rapidement, hein, justement en s'appuyant sur cette notion de souplesse et puis de solution qui est déjà un peu éprouvée à d'autres échelles. Donc il y a un côté, voilà, on n'est pas toujours obligé d'attendre la fin du projet global. C'est important de l'élaborer, c'est important de faire conduire toutes les études, on l'a entendu tout à l'heure, qui permettent de se doter de ce projet transversal et multithématique. Mais en même temps qu'on fait ça, on peut commencer à tester, à déployer des solutions plus immédiates. Donc on a vu la souplesse à chaque fois dont elles font preuve dans la possibilité de s'installer. L'articulation, effectivement aussi avec la notion de maillage, hein, il faut bien penser comment on les fait atterrir sur le territoire, dans quelle notion de maillage.
On a vu aussi que les tarifications pouvaient être souples en fonction de, enfin, en tout cas la tarification pour le public selon l'objectif de la collectivité. Et puis peut-être aussi ce que je retiens de ces solutions, c'est qu'au fond, on est quand même sur des choses qui permettent, enfin qui avancent vers peut-être une moindre dépendance vis-à-vis du coût de l'énergie. Hein, puisque que ce soit en effaçant les mobilités, que ce soit en développant des solutions alternatives qui reposent soit sur le vélo, soit sur le covoiturage, que ce soit aussi en aidant les entrepreneurs à trouver le bon territoire où entreprendre. Je pense que c'est une notion aussi importante. Ben voilà, on contribue aussi à finalement à avoir des territoires qui peuvent être moins dépendants de l'impact des évolutions du coût de l'énergie. Et donc c'est sans doute quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir, et peut-être vous dire qu'on n'a pas encore la séquence 3 que peuvent les startups pour les PVD, mais que sans doute on va regarder de près sur cette question de comment la redynamisation des petites villes peut contribuer à la transition écologique. Je crois quand même que ce sera un axe fort en 2023. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.